Imaginez passer 50 ans avec l'amour de votre vie, pour ensuite le perdre et devoir affronter le monde tout seul. Voici l'histoire d'Evelyn Harper, une veuve de 75 ans qui pensait que sa vie était terminée après le décès de son mari. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le chapitre le plus significatif de sa vie allait commencer. Plongeons dans ses luttes, ses frustrations et ses triomphes, alors qu'elle se redécouvre dans les années dorées de sa vie. Bonjour, je m'appelle Evelyn Harper, j'ai 75 ans, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'épouse, la mère ou la grand-mère de quelqu'un. J'ai vécu dans cette maison tranquille avec mon mari Henry pendant plus de 50 ans. Nous avons élevé nos enfants ici, rempli cette maison de rires, de disputes, de fêtes et d'anniversaires. Mais maintenant, la maison résonne comme une chambre d'écho. Chaque bruit que je fais rebondit contre les murs, me rappelant à quel point elle est vide. Henry est décédé il y a 2 ans. Il était mon partenaire, mon meilleur ami et l'amour de ma vie. Lorsqu'il a été diagnostiqué d'un cancer, j'ai pensé, nous allons nous battre contre cela. Nous avions affronté toutes les épreuves ensemble, mais le cancer ne se bat pas loyalement. Après de brutales années de traitement et d'espoir déçu, je l'ai perdu. Son côté du lit est encore soigneusement fait, exactement comme je l'ai laissé le jour où il est parti. Je ne peux pas me résoudre à dormir de ce côté ou même à déplacer son oreiller. Mes enfants, Sarah et Michael, sont de beaux enfants, mais ils ont leur propre vie. Sarah est une cadre occupée à Seattle, et Michael vit avec sa famille à New York. Ils m'appellent chaque semaine et viennent me rendre visite quand ils peuvent, mais je peux entendre la culpabilité dans leur voix quand ils disent « Maman, j'aimerais pouvoir faire plus ». Je leur réponds « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais bien, mais je ne vais pas bien ». Certains jours, j'ai l'impression de flotter dans un brouillard juste pour passer des heures. Je m'occupe avec de petites tâches, plier du linge qui n'a pas besoin d'être plié, dépoussiérer des étagères déjà propres. Je ne sais même pas pourquoi je me donne cette peine. Le silence dans cette maison est la pire des choses. Il est tellement oppressant qu'il me pèse. Je mets parfois la télévision juste pour avoir du bruit, mais même là, je ne peux pas échapper au vide. Mes amis me disent « Evelyn, tu devrais rejoindre un club ou te mettre au tricot. » Ils veulent bien faire, mais cela ne m'intéresse pas. Quel est l'intérêt de commencer quelque chose de nouveau à cet âge? Ma vie semble terminée, ou du moins, c'est ce que je pensais. Un matin d'automne, alors qu'il faisait froid, une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. La plupart de mon courrier ces jours-ci, ce sont des factures ou des publicités, mais celle-ci a attiré mon attention parce qu'elle était manuscrite. L'enveloppe était de couleur crème, écrite à l'encre bleue délicate, et mon nom et mon adresse étaient écrits en belle écriture cursive. Pendant un moment, je l'ai juste regardée, essayant de deviner qui pouvait l'avoir envoyée. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert qu'elle venait d'une femme nommée Martha. Elle se présentait comme une ancienne amie d'Henry à l'université. Je me souvenais qu'Henry l'avait mentionnée à quelques reprises au fil des ans, mais je ne l'avais jamais rencontrée. Elle écrivait pour dire qu'elle avait récemment appris son décès et combien elle l'admirait. Puis elle a écrit quelque chose qui m'a stoppé net. Henry disait toujours à quel point vous étiez forte, Evelyn. Il disait, Evelyn est le genre de femme qui peut trouver un sens à sa vie, peu importe ce que celle-ci lui réserve. Je suis restée là, tenant la lettre, mes mains tremblantes. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais pleuré ainsi. Je ne me sentais pas forte, je me sentais perdue et brisée, mais les mots de Martha sont restés avec moi. Elle terminait la lettre en disant, « Si jamais vous ressentez l'envie de discuter, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. » Elle avait inclus son numéro de téléphone. Pendant 4 jours, j'ai hésité à l'appeler. Je ne savais pas de quoi nous pourrions parler ou si j'avais envie de le faire, mais quelque chose en moi, peut-être la voix d'Henry, m'a poussé à décrocher le téléphone. Quand j'ai finalement appelé, la voix chaleureuse de Mara m'a accueillie comme une vieille amie. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, partageant des souvenirs d'Henry et des morceaux de nos vies. Elle m'a raconté comment elle avait perdu son mari 10 ans plus tôt et à quel point il avait été difficile de recommencer. Mais elle a ajouté, « Mais on recommence parce qu'on n'a pas le choix. » Ces mots ont planté une graine en moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à me demander si, peut-être, il y avait encore quelque chose à découvrir dans ma vie, au-delà de cette maison silencieuse et de cette solitude infinie. Après cet appel avec Mara, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle avait dit,
tu recommences parce que tu n'as pas le choix. Ces mots tournaient dans ma tête comme une mélodie que je ne pouvais oublier. Je repensais à mes journées toutes identiques, une boucle répétitive où je me réveillais, m'occupais avec des tâches inutiles et m'endormais au son de la télévision. Je ne savais pas comment briser ce cycle, mais je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Un soir, alors que j'étais assise dans l'ancien fauteuil d'Henri, j'ai pris un album photo posé sur la table d'appoint. C'était un de ces grands albums en cuir que plus personne n'utilise de nos jours. Je l'ai ouvert et nous y étions, lui et moi, le jour de notre mariage. Mon sourire était si grand qu'il semblait pouvoir fendre mon visage. Page après page, j'ai revu la vie que nous avions construite ensemble, notre lune de miel, la naissance de nos enfants, les fêtes d'anniversaire, les vacances en famille. Puis, je suis tombée sur une photo que je n'avais pas vue depuis des années. C'était moi dans la vingtaine, devant un petit atelier d'art. J'avais complètement oublié son existence, mais là, je me tenais, un pinceau à la main, le visage illuminé de joie. J'adorais peindre avant le mariage, avant les enfants, avant que la tornade de la vie ne m'emporte. Je passais des heures dans cet atelier. Cette nuit-là, en me couchant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette photo. Où était passée cette version de moi ? Je n'avais pas touché un pinceau depuis des décennies. Cette idée me terrifiait, et si j'avais perdu cette capacité ? Mais elle éveilla aussi quelque chose en moi que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la curiosité. Le lendemain matin, je suis montée au grenier et j'ai fouillé dans des boîtes jusqu'à retrouver mes vieux pinceaux et peintures. Ils étaient poussiéreux, les poils des pinceaux raides d'avoir été négligés, mais ils étaient toujours là, à moi. Je les ai descendus et posés sur la table de la salle à manger, les regardant comme des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Il m'a fallu une semaine pour rassembler le courage de recommencer à peindre. Quand j'ai finalement essayé, je me suis sentie maladroite, hésitante. Les lignes tremblaient, les couleurs n'étaient pas justes, mais au fil des heures, quelque chose a changé. Ma main s'est stabilisée, et je commençais à me perdre dans le processus. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. La peinture est devenue mon échappatoire. Chaque matin, je m'installais à la table avec mes pinceaux et me perdais dans les tourbillons de couleurs. Au début, je peignais des paysages, des montagnes, des rivières, des forêts, des endroits où je n'étais jamais allée mais que je rêvais de visiter. Puis j'ai commencé à peindre des souvenirs, la maison où j'ai grandi, le parc où Henri et moi emmenions les enfants, même le petit atelier d'art de cette photo. Un jour, Mara m'a appelé et m'a demandé ce que je faisais ces derniers temps. Pendant un instant, j'ai hésité. La peinture me semblait si personnelle, si vulnérable, mais je lui ai raconté. À ma grande surprise, elle était ravie. « Evelyne, c'est merveilleux. Tu devrais partager ton travail, peut-être rejoindre un cours ou un groupe. » L'idée de partager mes peintures me donnait des nœuds à l'estomac. Je n'étais pas prête pour ça, mais ces paroles ont semé une graine en moi. Cet après-midi-là, j'ai cherché en ligne des groupes d'art locaux. Je n'en ai rejoint aucun tout de suite, mais j'ai mis quelques sites en favoris. Cela semblait être un petit pas, mais c'était déjà quelque chose. Au fil des semaines, je me suis sentie plus légère. La maison ne me semblait plus aussi oppressante. Le silence ne pesait plus autant sur moi. J'ai même commencé à me promener dans le quartier, une chose que je n'avais pas faite depuis la mort d'Henri. Lors d'une de ces balades, je suis passée devant un petit centre communautaire avec une pancarte qui a attiré mon attention, cours de peinture pour seniors, tous niveaux bienvenus. Je suis restée devant le centre pendant ce qui m'a semblé une éternité, regardant la pancarte. Finalement, j'ai franchi la porte. Entrer dans ce centre communautaire, c'était comme pénétrer dans un autre monde. Les murs étaient couverts d'œuvres colorées, des paysages, des portraits, même des pièces abstraites que je ne comprenais pas vraiment. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'approchais du comptoir d'accueil. Une femme joyeuse, portant des lunettes rouges vives, m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Bonjour, je peux vous aider ?» a-t-elle demandé d'une voix douce et invitante. J'ai rassemblé mon courage et réussi à répondre, « J'ai vu l'affiche pour les cours de peinture. Est-ce qu'il y a encore de la place ?» Son sourire s'est élargi. « Bien sûr, vous allez vous intégrer parfaitement. Nous avons un groupe formidable de seniors qui peignent tous les mercredis matins. Pourquoi ne pas venir la semaine prochaine ?
J'ai hoché la tête, bien que mon estomac se serre à l'idée. Ce soir-là, j'ai failli me convaincre de ne pas y aller. Et s'ils étaient tous meilleurs que moi? Et s'ils me trouvaient ridicule de commencer à cet âge? Mais ensuite, j'ai repensé aux paroles de Henri, celles que Mara m'avait rappelées. Evelyne est le genre de femme qui peut trouver un but, peu importe ce que la vie lui réserve. Le mercredi suivant, je me suis retrouvée dans une petite salle de classe avec d'autres personnes, la plupart ayant à peu près mon âge. L'instructeur, un homme doux nommé Peter, m'a accueilli et m'a tendu une toile vierge. Ici, pas de pression, a-t-il dit. Peignez simplement ce qui vous inspire. Au début, je me sentais mal à l'aise. Les autres élèves semblaient si confiants, leurs pinceaux glissant sur la toile avec aisance. Mais lorsque j'ai plongé mon pinceau dans la peinture, cette sensation familière est revenue. Celle où le temps semble s'effacer, où les couleurs dansent sur la toile. Je ne créais pas un chef-d'œuvre, mais je créais quelque chose, et c'était suffisant. Après le cours, une femme nommée Dorothy a engagé la conversation avec moi. Elle avait 68 ans, un esprit vif et un rire contagieux. Première fois ici, hein, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à ma peinture. Pas mal pour une débutante. Tu aurais dû voir ma première peinture, on aurait dit un dessin d'enfant. Nous avons ri, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une étincelle de connexion. Dorothy m'a présenté au reste du groupe, et bientôt, je partageais des histoires et riais avec eux. Quand je suis rentrée chez moi cet après-midi-là, la maison ne semblait plus aussi vide. J'ai laissé ma peinture sur la table de la salle à manger et les contempler longuement. Elle n'était pas parfaite, mais elle était à moi. Rejoindre le cours d'art est devenu le moment fort de ma semaine. Chaque mercredi, j'attendais avec impatience de rentrer dans cette petite salle de classe, d'installer mes peintures et de retrouver les visages amicaux de Dorothy et des autres. Nous plaisantions, partagions des histoires et parfois, nous peignions dans un silence confortable. Un jour, Peter a annoncé que le centre communautaire organisait une exposition d'art. Ce n'est rien de grandiose, a-t-il dit, juste une occasion pour tout le monde d'exposer son travail et de le partager avec la communauté. Je vous encourage tous à participer. L'idée me terrifiait. La pensée que des inconnus puissent voir mes peintures, les juger, cela me tordait l'estomac. Mais Dorothy m'a donné un petit coup de coude et a dit, « Allez, Evelyne, qu'est-ce que tu risques? Il pourrait même l'aimer. » Avec son encouragement, j'ai décidé de soumettre une de mes œuvres, une peinture du petit parc où Henri et moi emmenions les enfants. Ce n'était pas parfait, mais c'était significatif pour moi. Le soir de l'exposition, j'ai failli ne pas y aller. Je suis restée devant le miroir, ajustant mon cardigan en me demandant, et si personne ne l'aime? Et si personne ne la regarde? Mais je me suis rappelé les mots de Mara, tu recommences parce que tu le dois. En arrivant au centre, la salle bourdonnait d'énergie. Les gens déambulaient de peinture en peinture, discutant et admirant les œuvres. J'ai repéré mon tableau accroché au mur, et mon cœur s'est empli d'un mélange de fierté et de peur. À ma surprise, une femme s'est arrêtée devant et a souri. « C'est charmant, a-t-elle dit. Ça me rappelle un parc où j'allais avec mes enfants. » Ces mots m'ont ému jusqu'aux larmes. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais quelque chose à offrir au monde à nouveau. C'était comme si le brouillard dans lequel je vivais commençait à se lever. Après l'exposition, Dorothy et moi sommes sortis ensemble. Elle m'a tapoté dans le dos et a dit, « Tu vois, je te l'avais dit, les gens t'adorent. Tu as du talent, Evelyne, ne le cache pas. » J'ai ri, écartant son cou, mais au fond de moi, ces mots m'ont marqué. Le lendemain matin, en sirotant mon café et en regardant la peinture sur ma table de salle à manger, j'ai senti quelque chose de nouveau, un sentiment de renouveau. Je ressentais une pression dans ma poitrine. Ce n'était plus juste un passe-temps, c'était une bouée de sauvetage. Cela me donnait une raison de me lever le matin, une raison de continuer. Au fil des semaines suivantes, je commençais à expérimenter avec mon article. J'ai essayé de nouvelles techniques, des couleurs plus audacieuses et des sujets qui me mettaient au défi. J'ai peint les endroits préférés d'Henri, comme le petit café où nous prenions le petit déjeuner le dimanche et le banc au bord du lac où nous partagions tant de conversations. Chaque coup de pinceau semblait être une conversation avec lui, une façon de le garder près de moi. Mais chaque jour n'était pas facile.
Il y avait encore des moments où la solitude revenait, où le silence de la maison devenait insupportable. Henri me manquait, son rire, la façon dont il fredonnait en lisant le journal, même le bruit de son ronflement. Parfois, le poids de son absence devenait tellement lourd que je m'asseyais au bord du lit et je pleurais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Une nuit particulièrement difficile, j'ai appelé Mara. Je ne sais pas si je fais bien, ai-je avoué. Parfois, j'ai l'impression de me mentir à moi-même, de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. La voix de Martha était calme et bienveillante. Evelyne, la guérison n'est pas une ligne droite. Tu as le droit d'avoir des mauvais jours, mais regarde ce que tu as accompli. Tu as repris un pinceau, tu t'es fait de nouveaux amis et tu trouves ton chemin. Ce n'est pas rien. Ces paroles m'ont rappelé qu'il était normal de lutter, que les progrès ne signifiaient pas la perfection. Avec l'approche de l'hiver, le cours d'art est devenu encore plus un refuge. La neige s'amassait à l'extérieur, recouvrant le monde de blanc, mais à l'intérieur de cette petite salle de classe, il faisait chaud et vivant, empli de créativité. Dorothy et moi nous sommes rapprochés, et elle a commencé à m'inviter chez elle pour un thé après le cours. Sa maison était chaleureuse, remplie de plantes et de photos de ses petits-enfants. Un après-midi enneigé, alors que nous sirotions notre thé près du feu, Dorothy m'a dit quelque chose qui m'a prise de court. « Tu sais, Evelyne, tu devrais penser à enseigner. » J'ai failli m'étouffer avec mon thé. « Enseigner ? Ne sois pas ridicule. » Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Tu as une façon de faire, tu es patiente, réfléchie, et tes peintures ont du cœur. Je pense que tu serais merveilleuse dans ce rôle. J'ai ri, écartant sa suggestion, mais l'idée s'est ancrée dans mon esprit. Et si je pouvais vraiment enseigner ? La pensée me terrifiait, mais elle m'intriguait aussi. Quelques jours plus tard, je lui en ai parlé à Peter pendant le cours. Dorothy pense que je devrais essayer d'enseigner, ai-je dit, à moitié en m'attendant à ce qu'il rigole. Mais au lieu de cela, il a hoché la tête pensivement. Je pense qu'elle a raison, a-t-il dit. Pourquoi ne pas commencer par animer un petit atelier ici, au centre, juste quelques sessions, rien de trop accablant. L'idée m'effrayait, mais quelque chose en moi murmurait, pourquoi pas ? J'avais passé tant de temps à douter de moi-même, à me dire que je n'étais pas capable. Peut-être qu'il était temps de me prouver le contraire. Le premier atelier que j'ai animé a été un véritable défi. J'étais certaine que personne ne viendrait, mais à ma surprise, quelques personnes sont venues, principalement des débutants qui voulaient essayer la peinture. En me tenant devant le groupe, expliquant comment mélanger les couleurs et créer des paysages simples, j'ai vu ma confiance en moi grandir. Il y a eu un moment lors de la deuxième session que je n'oublierai jamais. Une femme nommée Carla, qui n'avait jamais peint auparavant, a levé sa toile et a dit « Je ne pensais pas pouvoir faire ça, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. » Ses yeux brillaient d'une joie mêlée de stupéfaction, et j'y ai vu un reflet de moi-même. L'enseignement est devenu une nouvelle source de sens pour moi. Ce n'était pas juste une question d'art, c'était d'aider les autres à découvrir quelque chose de beau en eux-mêmes. Chaque cours est une petite victoire, un rappel que la vie pouvait encore avoir du sens et des connexions.